Votre père a laissé des instructions très spécifiques sur les personnes à contacter. La voix de l'avocat était calme. Elle était professionnelle. Mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose qui m'a fait me redresser sur la chaise pliante que j'avais empruntée au salon funéraire. Juste moi. Juste vous, monsieur Brennan. Votre mère et votre frère ne sont pas inclus dans cette réunion. Votre père a été très clair à ce sujet. J'ai regardé autour du petit bureau, les piles de dossiers, les livres de droit poussiéreux et l'unique fenêtre qui donnait sur le cimetière où mon père avait travaillé pendant 40 ans. Le cimetière où nous l'avions enterré il y a 3 jours. Je ne comprenais pas. Mon père n'avait rien. Il vivait dans une maison de 110 mètres carrés qu'il louait. Il conduisait une camionnette plus vieille que moi. Il travaillait comme gardien. Il tondait l'herbe. Il creusait des tombes. Il entretenait les pierres tombales pour des familles qui ne se souvenaient jamais de son nom. Qu'aurait-il bien pu me laisser? L'avocat a ouvert un dossier sur son bureau. Ses mains tremblaient légèrement. Avant de commencer, a-t-il dit, je dois vous demander quelque chose. À quelle fréquence rendiez-vous visite à votre père? Tous les dimanches pendant 18 ans. Vous n'avez jamais manqué une semaine. Pas une seule fois. L'avocat a hoché lentement la tête. C'était comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Monsieur Brennan, a-t-il dit, votre père n'était pas un gardien de cimetière. Il était le propriétaire des Jardins du Souvenir du Repos Éternel et de 22 autres cimetières dans 12 États. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. La succession de votre père est évaluée à environ 89 millions de dollars. Et il vous a laissé chaque centime. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient tous là. Il remontait au jour où ma mère a fait ses valises et nous a quittés. Je m'appelle Caleb Brennan. Voici l'histoire de la façon dont mon père a passé 40 ans à prétendre être un raté pour découvrir qu'il aimait vraiment. Mon plus lointain souvenir est celui de mon père me portant sur ses épaules à travers un cimetière. Je devais avoir 4 ans. Je me souviens avoir trouvé cela magnifique. L'herbe était si verte. Elle était parfaitement entretenue. Elle s'étendait en douces collines parsemées de pierres tombales grises et blanches. Il y avait des fleurs partout. Certaines étaient dans des vases. D'autres poussaient à l'état sauvage entre les parcelles. Les oiseaux chantaient depuis les vieux chênes qui bordaient les allées. C'est ici que les gens viennent se souvenir, a dit mon père. C'est ici que l'amour vit après que les gens soient partis. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'avais 4 ans. Mais je me souviens de la façon dont il l'a dit. La révérence dans sa voix. C'était comme s'il parlait de quelque chose de sacré. Mon père, Thomas Brennan, était un homme simple. Ou du moins c'est ce que tout le monde croyait. Il portait les mêmes bottes de travail tous les jours jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Du cuir marron qui était devenu gris au fil des années à marcher dans l'herbe mouillée et les chemins boueux. Il conduisait une camionnette de transport blanche avec des taches de rouille sur les portières et un moteur qui cliquetait comme s'il était toujours sur le point de rendre l'âme. Il rentrait tous les soirs en sentant l'herbe, la terre et la douceur particulière et moisie de la terre fraîchement retournée. Ses mains racontaient l'histoire de sa vie. Elles étaient rudes et calleuses. Elles étaient tachées en permanence par une terre qu'aucun lavage ne pouvait enlever. Les jointures de ses doigts étaient enflées par des décennies à saisir des pelles et des râteaux. Il y avait une cicatrice sur sa paume gauche datant d'une fois où il avait attrapé une pierre tombale cassée sans regarder. Le granit avait tranché profondément dans sa chair. Il l'avait enveloppé dans son mouchoir et avait continué à travailler. C'était mon père. Il n'arrêtait jamais de travailler. Il ne se plaignait jamais. Il ne parlait jamais d'argent ou d'ambition ou de ce qu'il aurait pu être s'il avait fait des choix différents. Il ne semblait jamais vouloir plus que ce qu'il avait. Ma mère, en revanche, voulait tout. Diana Brennan était belle de la manière dont les choses chères sont belles. Elle avait des pommettes ôtées des cheveux auburn qu'elle coiffait chaque matin pendant 1 heure avant de quitter la maison. Elle se maquillait même pour aller à l'épicerie. Elle lisait des magazines de mode et entourait les choses qu'elle voulait. Elle remplissait des carnets entiers avec des photos de robes, de bijoux et de maisons qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Elle avait grandi dans la pauvreté. Elle était la fille d'un ouvrier d'usine et d'une serveuse dans une petite ville où rien ne changeait jamais. Elle avait vu ses parents lutter toute sa vie. Elle les avait vus compter leurs sous et sauter des repas.
Elle les avait vus porter des vêtements jusqu'à ce qu'ils soient plus faits de rustine que de tissu. Elle s'était juré qu'elle ne vivrait jamais comme ça. Elle ferait un beau mariage. Elle s'échapperait. Elle aurait la vie qu'elle méritait. Quand elle a rencontré mon père à 22 ans, elle a pensé qu'elle avait trouvé son ticket de sortie. Thomas Brennan était beau d'une manière discrète. Il avait des yeux stables et une voix calme. Il avait une façon d'écouter qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Il travaillait dans un cimetière. Mais il parlait de l'acheter un jour. De construire quelque chose à lui. Elle a entendu de l'ambition dans ses paroles. Elle a entendu du potentiel. Ce qu'elle n'a pas entendu, c'était la vérité. Je n'ai pas signé pour ça. Je l'ai entendu dire un soir quand j'avais 8 ans. J'étais censé dormir. Mais leur voix traversait les murs fins de notre petite maison. Les murs étaient si fins que je pouvais tout entendre. Chaque dispute. Chaque accusation. Chaque long silence qui suivait. Je ne t'ai pas épousé pour passer ma vie à compter les sous pendant que tu creuses des tombes. C'est un travail honnête, a dit mon père doucement. Sa voix ne s'élevait jamais, peu importe à quel point ma mère criait. C'est un travail important. Important. Elle a ri. Mais il n'y avait pas d'humour dedans. Le son était aigu et amer. C'était comme du verre qui se brise. Tue-t-on l'herbe pour des gens morts, Thomas? Tu creuses des trous dans la terre. Ce n'est pas important. C'est abandonner. C'est admettre que tu ne seras jamais plus que ce que tu es en ce moment. Je suis content de ce que je suis. Content. Elle a craché le mot comme si c'était du poison. C'est ça le problème. Tu te contentes de n'être rien. Tu te contentes de laisser ta famille lutter pendant que tu joues dans la terre comme un enfant. Nous ne luttons pas. Nous avons de la nourriture sur la table. Nous avons un toit sur la tête. Les garçons sont en bonne santé et heureux. Les garçons méritent plus que ça. Je mérite plus que ça. Il y a eu une longue pause. Quand mon père a parlé à nouveau, sa voix était si basse que j'ai dû presser mon oreille contre le mur pour l'entendre. Que veux-tu que je fasse, Diana? Je veux que tu veuilles quelque chose. Je veux que tu aies des rêves. Je veux que tu regardes notre vie et que tu sois suffisamment insatisfaite pour la changer. Je ne suis pas insatisfait. C'est exactement ça le problème. Les disputes se sont aggravées après ça. Elles avaient lieu presque tous les soirs. Les mêmes arguments répétés dans des variations sans fin. Ma mère voulait plus. Mon père se contentait d'assez. Aucun d'eux ne pouvait comprendre l'autre. Je me souviens être allongé dans mon lit pendant ces disputes. Je fixais le plafond. J'essayais de comprendre qui avait raison. Ma mère avait du sens d'une manière que je ne pouvais pas contester. Nous vivions bien dans une petite maison. Nous conduisions bien une vieille camionnette. Nous faisions bien nos achats dans des friperies alors que les autres enfants de ma classe portaient des vêtements neufs du centre commercial. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que vouloir plus n'était pas une si mauvaise chose. Mais quand je regardais mon père, je ne voyais pas un raté. Je voyais un homme qui rentrait tous les soirs avec un sourire aux lèvres. Je voyais un homme qui connaissait les noms de toutes les familles qui visitaient son cimetière. Il se souvenait de leurs histoires. Il traitait les morts avec plus de respect que la plupart des gens ne montraient aux vivants. Je voyais un homme qui était en paix avec lui-même d'une manière que ma mère, avec toute son ambition, ne serait jamais. Les disputes avaient aussi d'autres conséquences. Mon frère Marcus a commencé à passer tout son temps chez des amis. N'importe où sauf à la maison. Il avait 12 ans. Il était assez grand pour comprendre ce qui se passait. Assez grand pour prendre parti. Il a choisi notre mère. Il a adopté son vocabulaire. Son dédain. Son mépris à peine dissimulé pour l'homme qui nous a élevés. Papa est un tel perdant, m'a-t-il dit une fois alors que nous étions censés faire nos devoirs ensemble. J'ai hâte d'être assez grand pour partir d'ici. Partir et aller où? N'importe où. Quelque part avec des gens qui ont vraiment de l'ambition. Des gens qui veulent devenir quelqu'un. Il m'a regardé avec la même expression que notre mère portait quand elle parlait de notre père. Tu devrais vouloir ça aussi, Caleb. Tu ne veux pas finir comme lui. Eh si. Je voulais exactement ça.
Je voulais être le genre de personne qui trouve de la joie dans les choses simples. Qui n'a pas besoin de l'approbation du monde pour se sentir de valeur. Qui peut regarder sa vie et trouver la paix au lieu de la déception. Je ne savais tout simplement pas comment dire ça à mon frère. Alors je n'ai rien dit. J'avais 10 ans quand ma mère est partie. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Je suis rentré de l'école un mardi après-midi. Mon sac à dos était lourd de devoirs que je ne finirais jamais. J'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. L'air semblait différent. Il semblait plus vide. Comme si quelque chose d'essentiel avait été enlevé. J'ai traversé la pièce lentement. Mon cœur battait plus vite à chaque pas. Le salon avait l'air pareil. La cuisine avait l'air pareil. Mais quand je suis arrivé à la chambre de mes parents, j'ai compris. Son placard était vide. Pas seulement quelques-uns de ses vêtements. Tous. Les cintres se balançaient dans le courant d'air de la fenêtre ouverte. Des squelettes de métal nus là où des robes et des chemisiers étaient suspendus. Sa boîte à bijoux avait disparu de la commode. Son maquillage avait disparu du comptoir de la salle de bain. Même les magazines de mode qu'elle gardait empilés près du lit avaient disparu. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. Un seul morceau de papier déchiré du carnet où elle écrivait ses listes de courses. J'ai immédiatement reconnu son écriture. Les boucles et les courbes qu'elle avait pratiquées jusqu'à ce qu'elles aient l'air élégantes. J'ai trouvé quelqu'un qui veut vraiment réussir. N'essaie pas de me contacter. C'était tout. 15 ans de mariage. 2 enfants. Des milliers de dîners et de disputes. Des moments calmes et des moments bruyants. Et elle a réduit tout cela à une seule phrase. Mon père est rentré 1 heure plus tard. J'étais toujours assis à la table de la cuisine, fixant le mot, quand j'ai entendu sa camionnette entrer dans l'allée. Il est entré en sentant l'herbe et la terre. Il a vu mon visage et s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu le mot. Il l'a lu 3 fois. Son expression n'a pas changé. Pas une seule fois. Il est resté là à lire ces 2 phrases encore et encore. C'était comme s'il essayait de trouver quelque chose de caché entre les mots. Puis il a plié le papier soigneusement. Il l'a mis dans sa poche. Il a commencé à préparer le dîner comme si de rien n'était. Est-ce que maman va revenir? Ai-je demandé. Non, il ne m'a pas regardé en le disant. Il coupait des oignons. Son couteau bougeait avec des gestes réguliers et exercés. Je ne pense pas. Es-tu triste? Il a arrêté de couper. Il a posé le couteau. Il s'est tourné pour me regarder avec ses yeux bruns calmes dont j'avais hérité, ainsi que son menton têtu et sa façon silencieuse de se mouvoir dans le monde. Je suis triste pour toi et ton frère, a-t-il dit. Vous méritez une mère qui reste. Vous méritez mieux qu'un mot sur la table de la cuisine et un placard vide. Ce n'est pas juste. Je suis désolé que vous deviez vivre ça. Mais es-tu triste pour toi? Il est resté silencieux un long moment. Il a considéré la question comme si elle méritait une vraie réflexion. Non, a-t-il finalement dit. Je ne suis pas triste pour moi. Ta mère voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la mienne. C'est juste la vérité. Certaines personnes ont besoin d'être vues comme des réussites. Elles ont besoin que le monde valide leur choix. Je n'allais jamais lui donner ça, peu importe à quel point j'essayais. Rester nous aurait rendus tous les 2 malheureux. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait se sentir importante. Elle voulait que les autres regardent sa vie et soient impressionnés. Il a haussé les épaules. Un petit mouvement qui semblait contenir des décennies d'acceptation. Je ne pouvais jamais lui donner ça. Je ne sais pas comment être impressionnant. Je sais seulement comment être utile. Je pense que tu es impressionnant, ai-je dit. Il a souri alors. Il a vraiment souri. Il m'a serré dans ses bras qui sentaient l'herbe et la terre et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. La sécurité, peut-être. Ou l'amour. Ou le simple confort d'être avec quelqu'un qui ne partirait jamais. Ça me suffit, a-t-il dit. C'est tout. Mon frère Marcus est parti avec elle. Il avait 12 ans. Il était assez grand pour choisir. Il a choisi le parent qui lui promettait une plus grande maison. Une meilleure voiture.
Une vie qui ne sentait pas la terre de cimetière. Papa est un perdant, a dit Marcus la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il ne déménage en Arizona avec notre mère. Il n'arrivera jamais à rien. Tu devrais venir avec nous, Caleb. Tu ne veux pas finir comme lui. J'aime bien papa, ai-je dit. Marcus a secoué la tête. C'était comme si j'avais dit quelque chose de pathétique. C'est parce que tu ne sais pas mieux. Quand tu seras plus grand, tu comprendras. J'avais 10 ans et je comprenais déjà plus que lui. Le jour de son départ, Marcus m'a serré maladroitement dans ses bras. Il m'a dit que je pouvais l'appeler n'importe quand. Il m'a donné un bout de papier avec son nouveau numéro de téléphone. J'ai encore ce papier quelque part. Il est jauni et froissé. Le numéro que je n'ai jamais composé parce qu'il n'a jamais composé le mien non plus. C'était la dernière fois que je l'ai vu jusqu'aux funérailles de notre père 17 ans plus tard. Il m'a semblé être un étranger alors. J'ai réalisé que c'était tout ce que nous avions jamais été, des étrangers. Mon père m'a élevé seul après ça. Il se levait à 5 heures tous les matins pour préparer mon petit déjeuner avant l'école. Il venait à chaque réunion parents-professeurs. Chaque pièce de théâtre de l'école. Chaque match de football. Il s'asseyait dans les gradins avec ses vêtements de travail parce qu'il ne pouvait pas s'offrir autre chose. Il m'aidait à faire mes devoirs à la table de la cuisine. Il expliquait patiemment les fractions, l'histoire et la différence entre une phrase thématique et une thèse. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous achetions mes vêtements dans des friperies. Nous mangions beaucoup de riz et de haricots. Nous conduisions cette camionnette cliquetante partout parce que nous ne pouvions pas nous permettre une deuxième voiture. Mais nous avions l'un l'autre. Le dimanche, j'allais avec mon père au cimetière. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Je l'aidais à ramasser les feuilles. Je plantais des fleurs. Je lavais les pierres tombales plus anciennes qui étaient devenues sales avec de la mousse et du lichen. Il m'a appris les noms des personnes enterrées là. Leurs histoires. Les vies qu'elles avaient vécues avant de ne devenir que des noms gravés dans la pierre. Voici Margaret O'Brien, disait-il. Il montrait une modeste pierre tombale près du fond du cimetière. Elle a été institutrice pendant 43 ans. Elle a enseigné à 3 générations des mêmes familles. Chaque année, le jour de son anniversaire, ses anciens élèves laissent des fleurs. « Comment sais-tu tout ça ?» ai-je demandé. « Parce que je suis attentif. Parce que j'écoute. Parce que je me souviens. » Il m'a regardé avec ce regard stable. « Le monde est plein de gens qui veulent être remarqués, Caleb. Mais il y a plus d'honneur à remarquer les autres. À se souvenir d'eux. À s'assurer que leurs histoires ne disparaissent pas. Je l'ai cru. Je le crois toujours. Quand j'ai eu 18 ans, je suis allé à l'université grâce à une bourse. J'étais le premier de ma famille à obtenir un diplôme. Je me suis spécialisé en travail social parce que je voulais aider les gens. Les remarquer comme mon père remarquait les familles au cimetière. J'ai trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif à Cleveland, aidant les anciens combattants sans abri à trouver un logement et des soins de santé. Le salaire était terrible. Les heures étaient longues. Mes collègues s'épuisaient les uns après les autres. Ils étaient submergés par le besoin sans fin et les ressources limitées. Mais je suis resté parce que j'étais le fils de mon père. Et chaque dimanche, sans faute, je conduisais les 2 heures de Cleveland à Millbrook pour passer la journée avec mon père. Le rituel n'a jamais changé. J'arrivais vers 9 heures du matin. Je garais ma vieille Honda sur le parking en gravier du cimetière juste au moment où mon père terminait sa première tournée d'inspection. Il parcourait le terrain chaque matin à l'aube. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il s'assurait que rien n'avait été dérangé pendant la nuit. Que rien n'était déplacé. Il voyait ma voiture et me faisait un signe de la main. Ce petit signe discret qu'il faisait toujours. C'était comme s'il avait peur que trop d'enthousiasme ne me fasse fuir. Puis il finissait ce qu'il était en train de faire. Que ce soit tailler l'herbe autour d'une pierre tombale ou remplacer des fleurs fanées par des fraîches des réserves du cimetière. Et il venait à ma rencontre. « Tu es venu » disait-il. Chaque semaine. Comme s'il était surpris. Comme s'il s'attendait à moitié à ce que chaque visite soit la dernière. « Je viens toujours, papa. »« Je sais. » Il souriait. Ce sourire en coin qui plissait les coins de ses yeux.
Nous nous promenions ensemble dans le cimetière, comme quand j'étais enfant. Il me montrait les changements depuis ma dernière visite. Les nouvelles pierres tombales qui avaient été installées. Les familles qui étaient venues se recueillir. Les fleurs qui avaient été laissées sur des tombes auparavant négligées. Voici la famille Rodriguez, disait-il. Il désignait une modeste pierre près de l'entrée. Maria Rodriguez a été enterrée ici il y a 3 mois. Sa fille vient tous les jours à midi. Elle travaille à la banque du centre-ville et elle passe toute sa pause déjeuner assise ici, à manger son sandwich. Elle parle à sa mère. Il faisait une pause. Quelque chose de doux traversait son visage. C'est ça l'amour. C'est à ça que ça ressemble quand on perd quelqu'un qui comptait. Il les connaissait tous. Chaque famille. Chaque histoire. Chaque vie qui avait pris fin. Chaque vie qui continuait à pleurer. Monsieur Akono vient le samedi, me disait-il. Sa femme est décédée il y a 2 ans et il lui apporte ses fleurs préférées chaque semaine. Des tulipes au printemps. Des tournesols en été. Des chrysanthèmes en automne. Il a appris quelles fleurs elle aimait et il s'assure qu'elle les ait. Même maintenant. Ce n'étaient pas des gens riches avec des monuments élaborés. C'étaient des gens ordinaires avec des pierres tombales ordinaires. Leurs histoires n'étaient connues que de ceux qui prenaient le temps de les apprendre. Mon père les connaissait toutes parce qu'il était attentif. Parce qu'il comprenait que ce souvenir était une forme d'amour en soi. Après notre promenade, nous déjeunions au restaurant sur la rue principale. Un petit endroit appelé Rosiers qui était là depuis avant ma naissance. Nous nous asseyions dans la même banquette chaque semaine. Celle près de la fenêtre avec les sièges en vinyle craquelés et la vue sur la rue. La serveuse. Une femme plus âgée nommée Dolores qui y travaillait depuis 30 ans. Elle apportait toujours du café à mon père sans qu'il le demande. Comme d'habitude, Thomas, disait-elle. Comme d'habitude. Le d'habitude était un sandwich au fromage grillé et une soupe à la tomate. Chaque semaine pendant 18 ans, il n'a jamais commandé autre chose. Tu n'en as pas marre, lui ai-je demandé une fois. De quoi? Du même repas chaque semaine pendant des décennies? Il y a réfléchi un moment. C'était comme si la question méritait une considération sérieuse. J'aime savoir à quoi m'attendre, a-t-il finalement dit. Il y a du réconfort dans la constance. Le monde est plein d'incertitudes. Plein de choses qui changent sans avertissement. Mais ça. Il a fait un geste vers le restaurant. Vers son sandwich. Vers la banquette où nous nous asseyons toujours. Ça reste pareil. C'est quelque chose sur quoi je peux compter. J'ai compris ce qu'il voulait dire. La similitude n'était pas ennuyeuse. Elle était sûre. C'était une constante dans un monde qui en offrait si peu. Après le déjeuner, nous retournions chez lui. La petite location de 3 chambres où il avait vécu depuis que ma mère était partie. Elle ne payait pas de mine de l'extérieur. Un revêtement blanc qui avait besoin d'être repeint. Un porche qui s'affaissait légèrement d'un côté. Une pelouse qui était toujours parfaitement entretenue parce que l'entretien des pelouses était ce que faisait mon père. Mais à l'intérieur, c'était un foyer. Ça sentait le café, les vieux livres et l'odeur particulière et moisie d'une maison habitée par la même personne depuis longtemps. Les meubles étaient usés mais confortables. Les murs étaient couverts de photographies. Principalement de moi à différents âges. Photos d'école. Photos de remise de diplôme. Clichés spontanés qu'il avait pris lors de nos visites du dimanche. Il n'y avait pas de photos de Marcus. Pas de photos de ma mère. Juste moi à chaque étape de ma vie. Documenté et exposé comme si j'étais quelqu'un digne d'être rappelé. Nous nous asseyions sur son porche et parlions jusqu'au coucher du soleil. Parfois, nous parlions de mon travail. Des anciens combattants que j'aidais. Des défis d'un travail qui ne semblait jamais finir. Parfois, nous parlions de son travail. Des familles qu'il avait rencontrées cette semaine-là. Des histoires qu'il maintenait en vie. Parfois, nous ne parlions pas du tout. Nous restions simplement assis dans un silence confortable. Nous regardions le quartier passer. Contents d'être en présence l'un de l'autre. Ces dimanches étaient les meilleurs jours de ma semaine. Ils étaient souvent la seule chose qui me permettait de tenir pendant les jours difficiles. Peu importe à quel point les choses allaient mal au travail.
Peu importe le nombre d'anciens combattants que je ne pouvais pas aider. Peu importe à quel point la situation semblait désespérée. Je savais que le dimanche arrivait. Je savais que je verrais mon père. Je savais que tout irait bien. Au moins pour quelques heures. Je n'ai réalisé que bien plus tard qu'il ressentait la même chose à propos de mes visites. Qu'il les marquait sur son calendrier. Qu'il comptait les jours entre elles. Qu'il construisait toute sa semaine autour de la certitude que je venais. Je n'ai pas réalisé qu'il tenait les comptes. Mon père ne m'a jamais demandé d'argent. Il ne s'est jamais plaint de sa vie. Il n'a jamais exprimé de regrets sur les choix qu'il avait faits. Ou sur la femme qu'il avait quittée. Ou sur le fils qu'il avait choisi à sa place. J'ai tout ce dont j'ai besoin, disait-il quand je proposais de l'aider à acheter une nouvelle camionnette ou à réparer le toit qui fuyait chaque fois qu'il pleuvait. J'ai mon travail. J'ai ma maison. J'ai mes visites du dimanche avec mon fils. Que pourrais-je vouloir de plus? Je pensais qu'il était juste têtu. Je pensais qu'il était trop fier pour admettre qu'il luttait. Qu'il avait besoin d'aide. Que 40 ans de travail manuel ne lui avaient laissé qu'un corps usé et un compte en banque vide. Je me trompais sur toute la ligne. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais au travail, assis dans mon bureau exigu, essayant de trouver un logement d'urgence pour un ancien combattant qui vivait dans sa voiture depuis 3 mois. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Brennan, c'est le docteur Patel de l'hôpital général de Millbrook. J'appelle au sujet de votre père. Le trajet de Cleveland à Millbrook prenait habituellement 2 heures. Je l'ai fait en 90 minutes. J'ai grillé tous les feux oranges. J'ai poussé ma vieille Honda à des vitesses pour lesquelles elle n'a jamais été conçue. Il était déjà inconscient quand je suis arrivé. Un accident vasculaire cérébral, ont-ils dit. Massif. Il s'était effondré dans le cimetière, juste à côté de la tombe de Margaret O'Brien. L'institutrice dont les élèves laissaient encore des fleurs chaque année. Je suis resté avec lui pendant 3 jours. Je lui ai tenu la main. Je lui ai parlé même s'il ne pouvait pas m'entendre. Je lui ai parlé de mon travail. Des anciens combattants que j'avais aidés. De la vie que j'avais construite grâce à ce qu'il m'avait appris. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'étais reconnaissant. Je lui ai dit tout ce que j'aurais dû dire 1000 fois auparavant. Il est mort un vendredi matin, juste au lever du soleil. Je tenais sa main quand il a arrêté de respirer. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. Je suis juste resté assis là, à regarder son visage. J'ai pensé à tous les dimanches que nous avions passés ensemble. 936, si je comptais depuis le jour où ma mère est partie jusqu'au jour où il est mort. Je n'en avais jamais manqué un seul. Les funérailles furent modestes. Quelques voisins. Quelques familles du cimetière qu'il avait connues au fil des ans. Le directeur des pompes funèbres m'a dit que mon père avait été le meilleur gardien qu'ils aient jamais employé. Qu'il avait traité chaque tombe comme si elle appartenait à sa propre famille. Ma mère n'est pas venue. Mon frère n'est pas venu. Je n'étais pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est l'avocat. Il est apparu à la réception après l'enterrement. Un petit homme en costume cher qui semblait complètement déplacé parmi les plats en casserole et les chaises pliantes. Il s'est présenté comme étant Gerald Norton, avocat. Il a demandé s'il pouvait me parler en privé. Je représente la succession de votre père, a-t-il dit lorsque nous fûmes seuls dans le bureau du salon funéraire. Mon père n'avait pas de succession. Il était gardien de cimetière. Il louait sa maison. Il ne possédait rien. Norton m'a regardé un long moment. Quelque chose a vacillé derrière son expression professionnelle. Puis il a plongé la main dans sa mallette et en a sorti un dossier. Monsieur Brennan. Je pense que vous devriez vous asseoir. Ce qui a suivi a été l'heure la plus surréaliste de ma vie. Mon père n'était pas un gardien au jardin du souvenir du repos éternel. Il en était le propriétaire. Il avait acheté le cimetière en 1987. 3 ans avant ma naissance. Il a utilisé de l'argent qu'il avait hérité d'un oncle dont personne dans notre famille ne parlait jamais. Mais ce n'était que le début. Au cours des 40 années suivantes. Silencieusement. Méthodiquement. Sans jamais le dire à âme qui vive.
Mon père avait bâti un empire. Il achetait des cimetières en difficulté à travers le pays. De petites parcelles familiales qui périclitaient en raison d'une mauvaise gestion ou de changements démographiques. Il engageait des gardiens locaux pour les gérer. Des gens comme la personne que tout le monde pensait qu'il était. Il réinvestissait chaque centime de profit dans l'acquisition de plus de propriétés. Au moment de sa mort, Thomas Brennan possédait 23 cimetières dans 12 États. Il possédait les terres sur lesquelles il se trouvait. Les contrats d'entretien qui les desservaient. Les salons funéraires qui le ramenaient des affaires. Il avait des biens immobiliers d'une valeur de 47 millions de dollars. Et des comptes d'investissement d'une valeur de 42 millions de dollars supplémentaires. Mon père. L'homme qui conduisait une camionnette rouillée. L'homme qui portait les mêmes bottes jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Il valait 89 millions de dollars. Je ne comprends pas, ai-je dit quand Norton a fini d'expliquer. Pourquoi vivait-il comme ça? Pourquoi prétendait-il être pauvre? Norton a de nouveau plongé la main dans sa mallette et en a sorti un carnet en cuir. Il était usé et doux par des années de manipulation. Il m'a demandé de vous donner ceci, a-t-il dit. Il a dit que cela expliquerait tout. Le carnet était rempli de l'écriture de mon père. Nette et précise. Chaque page était datée et numérotée. Le papier avait légèrement jauni avec l'âge. Certaines pages avaient des taches d'eau. C'était comme s'il les avait lues dehors sous la pluie ou versé des larmes en écrivant. J'ai ouvert à la première entrée. 14 septembre 2006. Caleb est venu aujourd'hui. Première visite du dimanche depuis que Diana est partie. Il m'a aidé à ramasser les feuilles pendant 2 heures sans se plaindre une seule fois. Puis nous avons déjeuné au restaurant. Il a commandé le sandwich au fromage grillé. Comme toujours. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas triste du départ de sa mère. Je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas triste pour moi. Je suis seulement triste pour lui. C'est un bon garçon. Il a un bon cœur. Je dois m'assurer qu'il reste ainsi. J'ai tourné la page. 8 octobre 2006. Caleb a apporté ses devoirs aujourd'hui. Examen de maths lundi qui l'inquiète. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons travaillé ensemble sur les problèmes. Les fractions. Il n'aime pas les fractions. Moi non plus. Diana n'aurait jamais fait ça. Elle aurait engagé un tuteur ou lui aurait dit de se débrouiller. Mais je me souviens de ce que c'était que de lutter seul. Je me souviens à quel point cela signifiait quand quelqu'un prenait le temps de s'asseoir avec moi. Il a eu un B+ à l'examen. Il a appelé pour me le dire. Je pouvais entendre la fierté dans sa voix. J'ai feuilleté d'autres pages. J'ai vu ma vie se dérouler à travers les yeux de mon père. 15 juin 2010. Caleb a terminé le collège aujourd'hui. Je me suis assis au 3e rang. Diana et Marcus ne sont pas venus. Il les a cherchés dans la foule. Je pouvais le voir chercher. Quand il ne les a pas trouvés, ses épaules se sont affaissées un instant. Puis il m'a trouvé et il a souri. Je suis suffisant pour lui. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. C'est plus que ce que je mérite. 22 mars 2013. Caleb obtient son diplôme universitaire dans 2 mois. Bourse complète. Diplôme en travail social. Il veut aider les anciens combattants sans abri. Diana a appelé la semaine dernière. Première fois depuis des années. Elle voulait savoir si j'avais de l'argent de côté pour son cadeau de fin d'études. Je lui ai dit que non. Elle m'a traité de pathétique et a raccroché. Elle n'a aucune idée. Personne n'a aucune idée. Je pourrais donner à Caleb tout ce qu'il veut. Des voitures. Des maisons. Un fonds en fiducie. Cela signifierait qu'il n'aurait jamais à travailler un seul jour de sa vie. Mais cela le ruinerait. Cela le transformerait en Marcus. En quelqu'un qui mesure sa valeur par ce qu'il possède plutôt que par ce qu'il donne. Caleb est meilleur que ça. Il travaille dans une organisation à but non lucratif et gagne 40 000 $ par an. Il est plus heureux que Marcus ne le sera jamais avec son salaire de banquier d'affaires, ses voitures de sport et son pantouse vide. Je lui léguerai tout à ma mort. Mais uniquement parce que je sais qu'il ne laissera pas cela changer qui il est. 17 novembre 2015. Journée difficile au travail de Caleb. Il m'a parlé d'un ancien combattant qu'il n'a pas pu aider. L'homme souffrait de TSPT.
Il ne pouvait pas garder un emploi. Il s'est retrouvé de nouveau dans la rue après 6 mois de progrès. Caleb s'en est voulu. Il a dit qu'il aurait dû faire plus. Je lui ai dit que faire de son mieux et échouer, c'est toujours faire de son mieux. Que le monde a plus de problèmes qu'une seule personne ne peut en résoudre. Que la mesure d'une vie n'est pas ce que l'on répare. Mais à quel point on essaie. Il a écouté. Je ne sais pas s'il m'a cru. Mais il a écouté. C'est tout ce que je peux lui donner. Des mots. Une présence. La certitude que quelqu'un le voit. Le voit vraiment. Pense qu'il est suffisant exactement comme il est. 19 juillet 2018. 900 visites. Caleb est venu me voir 900 fois depuis que sa mère est partie. Il n'a jamais manqué un dimanche. Pas une seule fois. Pas pour les vacances. Pas pour le travail. Pas pour la petite amie qu'il a eue pendant 2 ans et qui n'arrêtait pas de lui demander de passer les dimanches avec sa famille à elle. Il m'a choisi chaque semaine pendant 12 ans. Il m'a choisi. Je l'ai testé de 1000 petites manières au fil des ans. J'ai fait semblant d'avoir besoin de moins que ce dont j'avais besoin. J'ai porté des vêtements qui tombaient en lambeaux. J'ai conduit cette camionnette jusqu'à ce qu'elle peine à rouler. Je lui ai donné toutes les raisons d'avoir honte de moi. Chaque occasion de trouver des excuses. Chaque chance de s'éloigner comme l'a fait Marcus. Il ne l'a jamais fait. Il continue simplement de venir. Il continue simplement de m'aimer. Pas pour ce que j'ai. Mais pour qui je suis. C'est la chose la plus rare au monde. C'est plus précieux que tout l'argent que je ne gagnerai jamais. 3 avril 2020. La pandémie a tout changé. Caleb ne peut plus venir en personne. Trop dangereux pour quelqu'un de mon âge, dit-il. Alors nous nous parlons au téléphone à la place. Tous les dimanches à 9 h du matin. À la même heure où il serait arrivé. Ce n'est pas pareil. Son visage me manque. Marcher dans le cimetière avec lui me manque. Lui montrer les nouvelles pierres. Lui raconter les nouvelles histoires. Le restaurant et le Porsche et le silence confortable me manquent. Mais il appelle toujours chaque semaine sans faute. Quand d'autres personnes oublient leurs parents. Quand l'isolement rend tout le monde égoïste et effrayé. Mon fils m'appelle chaque dimanche. J'avais raison à son sujet. J'ai toujours eu raison à son sujet. 28 septembre 2023. Caleb est venu hier en personne. Enfin, après 3 ans d'appels téléphoniques. Il avait l'air plus âgé. Il a des cheveux gris maintenant. Des rides autour des yeux. Mon garçon devient un homme. Mon garçon devient sa propre personne. Et je suis si fier de lui. J'en ai le souffle coupé. Nous avons marché dans le cimetière comme nous le faisions toujours. Il connaissait certaines des familles maintenant, grâce à mes histoires au fil des ans. Il a demandé des nouvelles de la fille Rodriguez. De Monsieur Akono. De l'institutrice dont les élèves laissent encore des fleurs. Il se souvenait d'eux. Il portait leurs histoires comme je le lui avais appris. C'est mon héritage. Pas l'argent. Pas les cimetières. Pas l'empire que j'ai bâti alors que le monde me prenait pour un rien. Mon héritage est un fils qui est attentif. Un fils qui se souvient. Un fils qui comprend que chaque vie compte. Que chaque histoire mérite d'être racontée. Je pourrais mourir demain et être satisfait. 22 décembre 2023. Les médecins disent qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mon cœur est défaillant. La même chose qui a tué mon père et son père avant lui. La malédiction des Brennan, nous l'appelions. Des cœurs qui lâchent trop tôt. J'ai pris mes dispositions. Norton sait quoi faire. Caleb héritera de tout et il n'aura plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Mais plus important encore, il aura ce carnet. Il saura que chaque dimanche comptait autant pour moi que pour lui. Il saura que je l'ai vu. Vraiment vu. D'une manière que sa mère et son frère n'ont jamais pu. Il saura qu'il était la raison pour laquelle j'ai continué toutes ces années. Pas l'argent. Pas les cimetières. Pas l'empire que j'ai bâti en secret pendant que tout le monde me considérait comme un raté. Lui. Juste lui. Mon fils qui vient tous les dimanches. Mon fils qui n'a jamais cessé de m'aimer. Mon fils qui a prouvé que la seule richesse qui compte est celle qu'on ne peut pas compter. J'ai fermé le carnet. Mes mains tremblaient.
Mes yeux étaient brouillés par les larmes que j'avais retenues depuis le moment où je me suis assis dans ce bureau. Il y a une dernière chose, a dit Norton doucement. Il a sorti un autre document. Le testament de votre père inclut une disposition pour votre mère et votre frère. Il leur a laissé $1 à chacun. J'ai failli rire. Failli. Pourquoi? Il voulait qu'ils sachent qu'il ne les avait pas oubliés. Il voulait qu'ils sachent qu'il aurait pu leur donner n'importe quoi. Il a choisi de ne leur donner rien. La voix de Norton était soigneusement neutre. Le testament inclut également une lettre adressée à chacun d'eux, expliquant exactement pourquoi il a fait ce choix. Que disent les lettres? Je ne sais pas. Elles sont scellées. Mais votre père m'a demandé de vous dire que vous êtes libre de les lire avant qu'elles ne soient livrées si vous le souhaitez. J'y ai réfléchi un long moment. Ma mère, qui avait traité mon père de raté et était partie sans se retourner. Mon frère, qui avait choisi l'argent plutôt que la famille et n'avait jamais pris contact une seule fois pendant toutes ces années. Livrez-les, ai-je dit. La nouvelle s'est répandue rapidement. Comme les nouvelles le font toujours dans les petites villes. Thomas Brennan. Le gardien de cimetière. L'homme tranquille dans la camionnette rouillée. Il avait été un millionnaire secret depuis le début. Il avait bâti un empire en prétendant n'avoir rien. Il avait vécu dans la pauvreté par choix. Pas par nécessité. Il avait tout laissé à son plus jeune fils. Le travailleur social qui gagnait $40 000 par an en aidant les anciens combattants sans abri. Les journalistes sont venus en premier. Puis les parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés. Ils sont sortis de l'ombre, la main tendue et leurs histoires prêtes. Puis les conseillers financiers. Les avocats. Les spécialistes en investissement. Tous tournant comme des requins qui sentaient le sang dans l'eau. Je les ai tous ignorés. Mais je ne pouvais pas ignorer ma mère. Elle s'est présentée à mon appartement à Cleveland 3 semaines après la lecture du testament. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Son visage était crispé par une fureur qu'elle contenait à peine. Tu savais, a-t-elle dit avant même que je puisse fermer la porte. Tu savais qu'il avait de l'argent depuis le début et tu ne me l'as jamais dit. Je ne savais pas. Ne me mens pas, Caleb. Tu lui as rendu visite chaque semaine pendant 18 ans. Tu t'attends à ce que je croie que tu n'as jamais rien remarqué. J'ai remarqué qu'il était gentil. J'ai remarqué qu'il écoutait. J'ai remarqué qu'il se souvenait des noms de chaque personne enterrée dans ce cimetière et des histoires de chaque famille qui venait visiter. J'ai croisé son regard. Je n'ai jamais remarqué qu'il était riche parce que cela ne m'a jamais importé qu'il le soit ou non. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Il m'a laissé $1. $1. Après tout ce que j'ai sacrifié pour être marié à lui. Il m'a laissé un seul $1 et une lettre qui me qualifiait. Elle s'est arrêtée. Vous qualifiez de quoi? De femme qui mesurait l'amour à ce qu'elle pouvait en obtenir. Elle a essuyé ses yeux avec colère. Il n'en avait pas le droit. Il m'a laissé croire qu'il n'était rien. Il m'a laissé lutter et gratter et finalement partir parce que je n'en pouvais plus. Et pendant tout ce temps, il était assis sur des millions. Tu es parti parce qu'il n'était pas assez impressionnant pour toi. Tu l'as dit toi-même. Tu voulais quelqu'un qui te fasse te sentir importante. Je voulais quelqu'un qui essaie. Qui se batte pour une vie meilleure. Qui n'accepte pas simplement d'être un moins que rien. J'ai pensé au carnet de mon père. Aux 936 dimanches que nous avions passés ensemble. À l'empire qu'il avait bâti en secret pendant que le monde le considérait comme un raté. Il n'était pas un moins que rien, maman. C'était la personne la plus accomplie que j'ai jamais connue. Il n'avait juste pas besoin que quelqu'un d'autre le voie. Elle est partie sans un mot de plus. Marcus a appelé une semaine plus tard. Je n'avais pas parlé à mon frère depuis près de 15 ans. Mais il a trouvé mon numéro assez facilement quand il y avait de l'argent en jeu. C'est insensé, a-t-il dit. Papa valait $90 millions et il t'a tout laissé. Ça ne peut pas être légal. Il doit y avoir une sorte de contestation que nous pouvons faire. Tu peux essayer. Il n'était clairement pas sain d'esprit. Vivre comme un sans-abri alors qu'il avait des millions en banque. C'est une maladie mentale. C'est un motif pour contester le testament. Il vivait exactement comme il voulait vivre. Il était plus heureux que quiconque que j'ai jamais connu. Heureux. Marcus a ri amèrement.
Il était délirant. Et toi aussi. Si tu penses que tu mérites tout cet argent juste parce que tu es venu les dimanches. Je suis venu parce que je l'aimais. Pas parce que j'attendais quelque chose en retour. C'est facile à dire maintenant. C'était facile à faire à l'époque. Tu aurais pu venir aussi, Marcus. Maman aurait pu venir. Il ne vous a jamais arrêté. Il vous aurait accueilli. Mais vous avez décidé qu'il ne valait pas votre temps. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Il m'a laissé $1, a finalement dit Marcus, et une lettre disant que j'avais fait le mauvais choix. Que j'avais choisi l'argent plutôt que la famille et que je me retrouvais sans aucun des deux. A-t-il menti? Marcus a raccroché. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. 2 mois après la lecture du testament, j'ai reçu un colis à mon appartement. Il était lourd. Il a été livré par un transporteur qui exigeait ma signature. À l'intérieur se trouvait un épais dossier. Il était jauni par le temps. Il était rempli de documents que je n'avais jamais vus auparavant. Il y avait une lettre jointe. Elle était tapée sur du papier à en-tête de Gerald Norton. Monsieur Brennan. Votre père m'a demandé de vous envoyer ceci 90 jours après sa mort. Il a dit que vous auriez besoin de temps pour tout digérer avant de voir ces documents. Ce dossier contient les archives des dons de bienfaisance de votre père au cours des 40 dernières années. Il n'en a jamais parlé à personne. Pas même à moi. Je ne l'ai découvert qu'après sa mort, en organisant ses dossiers financiers pour la comptabilité de la succession. Je suis avocat depuis 42 ans. J'ai vu des gens riches donner de l'argent de toutes les manières possibles. Pour toutes les raisons possibles. Certains le font pour des avantages fiscaux. Certains le font pour la reconnaissance. Certains le font par culpabilité. Votre père le faisait parce qu'il croyait en l'œuvre. C'est tout. Il croyait simplement. Je pense que vous devriez savoir ce qu'il a fait de son argent de son vivant. Sincèrement. Gerald Norton. Le dossier faisait 10 cm d'épaisseur. Il était organisé par année. Commençant en 1984. Se poursuivant jusqu'à 2 mois avant sa mort. Chaque don était documenté avec des reçus. Des lettres de remerciement. Des notes manuscrites dans l'écriture soignée de mon père expliquant pourquoi il avait choisi chaque bénéficiaire. J'ai passé 3 jours à tout lire. Il y avait des bourses d'études pour les étudiants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'université. Des dizaines d'entre elles chaque année. Elles ciblaient les étudiants de première génération issus de familles à faible revenu. Chaque bourse était anonyme. Elle était versée par l'intermédiaire d'une fondation communautaire qui ne révélait jamais sa source. Les bénéficiaires n'ont jamais su que leur bienfaiteur était un gardien de cimetière qui conduisait une camionnette rouillée et vivait dans une maison louée. Il y avait des dons à des banques alimentaires et à des refuges pour sans-abri. Il se concentrait spécifiquement sur les organisations au service des anciens combattants. Mon père avait perdu son propre père au Vietnam. Un fait que je ne savais pas avant de lire ses notes. Il avait passé 40 ans à honorer ce sacrifice en nourrissant et en logeant les hommes et les femmes qui rentraient de guerre qui leur en demandaient trop. Il y avait des factures médicales payées pour des familles qui n'avaient pas d'assurance. Des traitements contre le cancer. Des chirurgies. Des soins de longue durée pour les parents âgés. Mon père trouvait ces familles par son travail au cimetière. En écoutant leurs histoires lors des arrangements funéraires. En identifiant ceux qui luttaient. Puis en faisant tranquillement disparaître leurs problèmes. Il y avait des frais funéraires couverts pour les personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'enterrer leurs proches avec dignité. Chaque famille qui venait dans ces cimetières en difficulté financière se voyait offrir un cadeau secret. Une réduction qui s'avérait être une exonération complète. Elle était attribuée à un fonds caritatif fictif qui n'existait que dans l'imagination de mon père. 40 ans de dons. Des centaines de milliers de dollars chaque année. Des millions au total. Tout cela anonymement. Tout cela invisible. Tout cela fait par un homme qui laissait le monde penser qu'il était un raté parce qu'il n'avait pas besoin que quiconque connaisse la vérité. Il y avait un schéma dans les dons, ai-je réalisé en lisant les archives. Les bourses allaient à des étudiants en travail social. À des étudiants en soins infirmiers. À des enseignants. Des gens qui passeraient leur carrière à aider les autres. Les factures médicales étaient principalement pour les anciens combattants et leurs familles.
Les frais funéraires étaient pour les personnes enterrées dans ces cimetières. Des familles qui étaient venues à lui dans leur pire moment. Elle trouvait une aide dont elles n'ont jamais connu la source. Il avait pris soin des gens toute sa vie. Pas seulement les morts dans ces cimetières, mais les vivants qui avaient besoin d'aide. Il l'avait fait tranquillement. Invisiblement. Sans aucune attente de reconnaissance ou de remerciement. Sans même que je le sache. Tout comme il m'avait élevé. Tout au fond du dossier, il y avait un dernier document. Une note manuscrite datée du même jour que la dernière entrée de son carnet. Caleb. Au moment où tu liras ceci, tu sauras tout. Tu connaîtras l'argent. Les cimetières. La vie que j'ai construite en prétendant être un raté. Mais je veux que tu saches une chose de plus. Je n'ai pas caché ma richesse parce que j'en avais honte. Je l'ai cachée parce que j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de savoir qui m'aimait. Et qui aimait ce que je pouvais leur donner. Ta mère a échoué à ce test. Ton frère a échoué à ce test. Mais tu l'as réussi, Caleb. Chaque dimanche pendant 18 ans. Tu l'as réussi encore et encore. L'argent que je te laisse n'est pas une récompense. C'est un outil. Utilise-le comme je l'ai utilisé. Trouve des gens qui luttent et aide-les sans demander de crédit. Trouve des gens qui sont oubliés et souviens-toi d'eux. Trouve des gens qui sont invisibles et voilés. C'est l'héritage des Brennan. Pas la richesse. Pas la propriété. Pas l'empire. Juste être présent. Juste être attentif. Juste aimer les gens qui ont besoin d'être aimés. Tu as fait ça toute ta vie. Maintenant, tu as les ressources pour le faire pour le reste du monde. Je suis fier de toi, mon fils. J'ai été fier de toi depuis le jour de ta naissance. Merci pour chaque dimanche. Merci de m'avoir choisi. Papa. Je suis resté assis dans mon appartement pendant un long moment après avoir fini de lire. Je tenais cette lettre. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à rendre visite à mon père sans savoir qui il était vraiment. Mais c'était ça le truc. Je savais qui il était. L'argent ne changeait rien à ça. Les cimetières ne changeaient rien à ça. L'empire secret qu'il avait bâti ne faisait pas de lui une personne différente de l'homme qui m'avait élevé seul. L'homme qui était venu à chaque pièce de théâtre de l'école. L'homme qui m'avait appris les noms des personnes enterrées dans son cimetière et l'importance de se souvenir de leurs histoires. Il était toujours mon père. Il était toujours l'homme qui répondait présent. Et maintenant, c'était à mon tour de répondre présent pour tous les autres. J'ai gardé mon emploi dans l'organisation à but non lucratif. J'ai pris un petit salaire de la succession. Assez pour payer mes factures et rien de plus. Le reste est allé dans une fondation que j'ai créée au nom de mon père. Elle est dédiée au soutien des anciens combattants sans abri. Au financement de bourses d'études pour les étudiants en travail social. À l'aide aux familles qui ne peuvent pas se permettre d'enterrer leurs proches avec dignité. La fondation Thomas Brennan ne fait pas de publicité pour ses dons. Nous n'organisons pas de galas, ne publions pas de communiqués de presse et ne mettons pas notre nom sur des bâtiments. Nous trouvons simplement des gens qui ont besoin d'aide et nous les aidons tranquillement. Invisiblement. Comme mon père l'a fait pendant 40 ans. Parfois, je visite les cimetières qu'il possédait. Pas tous. Il y en a trop pour ça. Mais l'original. Les jardins du souvenir du repos éternel à Millbrook. L'endroit où j'ai passé tant de dimanches à apprendre ce que signifiait ce souvenir. Mon père y est enterré maintenant. À côté de Margaret O'Brien. L'institutrice dont les élèves laissent encore des fleurs chaque année. Je lui ai fait faire une simple pierre tombale. Rien d'extraordinaire. Juste son nom et ses dates et une seule ligne en dessous. Il a répondu présent. C'est son héritage. C'est ce qu'il m'a appris. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Répondre présent pour les gens qui ont besoin de vous. Se souvenir des histoires que les autres oublient. Aimer sans rien attendre en retour. Et ne jamais, jamais mesurer la valeur d'une personne par ce qu'elle possède. Ma mère m'a appelé l'année dernière. Elle avait entendu parler de la fondation. Du travail que nous faisions. Elle voulait s'impliquer. Elle voulait aider. Pourquoi ? Ai-je demandé. Parce que j'avais tort à propos de ton père. J'avais tort sur tout.
Et maintenant que tu sais qu'il était riche, tu veux faire partie de son histoire. Elle est restée silencieuse un long moment. Peut-être. Ou peut-être que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'y réfléchis encore. Le pardon est plus difficile que la charité. Il coûte plus que de l'argent. Mais je me souviens de ce que mon père a écrit dans son carnet sur le fait de mesurer l'amour à ce que l'on peut en obtenir. Sur le fait de passer des tests que personne ne sait qu'il passe. Peut-être que tout le monde mérite une chance de réussir. Peut-être que tout le monde mérite un second dimanche. Je vous dirai quand j'aurai trouvé la réponse. En attendant, je continue de faire ce que mon père m'a appris. Je réponds présent. Je suis attentif. Je me souviens des gens qui seraient autrement oubliés. Et chaque dimanche, sans faute, je conduis jusqu'à Millbrook. Je m'assois à côté de sa tombe. Je lui raconte ma semaine. Je lui parle des anciens combattants que nous avons logés. Des étudiants que nous avons financés. Des familles que nous avons aidées. Je lui dis qu'il me manque. Je lui dis que je l'aime. Je lui dis merci. 936 dimanches, a-t-il compté de son vivant? J'ai perdu le compte de combien j'en ai compté depuis sa mort. Cela n'a pas d'importance. Je continuerai à venir jusqu'à ce que je ne le puisse plus. C'est ce que l'on fait pour les gens qui ont été là pour vous. On est là pour eux aussi. Pour toujours. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran. Toutes 2 d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est celle qui reste à vos côtés quand la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous interpelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être l'étranger qui regarde de l'extérieur. Cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain. Souvenez-vous, votre histoire compte. Même s'ils ont essayé de l'effacer.